Je suis Gérard Godefrin, directeur de la catégorie pédagogique à la Haute École Condorcet, qui se trouve en face, de l'autre côté du parking. Il faut savoir qu'en Belgique, nous organisons la formation des maîtres, instituteurs, institutrices maternelles primaires. Nous appelons les régendas pour le secondaire inférieur dans les hautes écoles, et que l'autre partie est confiée aux universités. Alors bonjour à tous, après cette interruption qui vous a permis, je l'espère, de goûter un peu à la lumière et à la chaleur du soleil, j'ai le plaisir et l'honneur aussi d'introduire la prestation de M. Olivier Molini en dressant en premier lieu une brève biographie. Alors Olivier Molini exerce d'abord le métier d'enseignant primaire, traduisez professeur des écoles pour certains, durant une dizaine d'années avant d'accéder à une licence et un doctorat en sciences de l'éducation en bordure du lac Léman, traduisez à l'Université de Genève. Il est tour à tour chargé d'enseignement, maître d'enseignement et de recherche et professeur associé à la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de l'Université de Genève. Il crée ou intègre de nombreux réseaux et groupes de travail, comme le LIFE, un joli acronyme désignant le laboratoire, innovation, formation, éducation. Il témoigne d'un intérêt et d'une authentique expertise pour des thématiques qui constituent des enjeux majeurs dans le monde de la formation, comme le questionnement pédagogique, tout commence par des questions, les pratiques de l'enseignant au niveau primaire et secondaire, la formation des enseignants et de leurs formateurs, ou la relation triangulaire entre école, savoir et société. Nous sommes en réflexion en Belgique, plus exactement en Fédération Wallonie-Bruxelles, par rapport au contour à donner à une nouvelle formation des maîtres alliant les hautes écoles et les universités, ce qui serait une spécificité très intéressante. En convergence et en concordance avec la thématique principale de ce colloque, la recherche devrait bien sûr y occuper une part significative. Alors, celle-ci peut-elle contribuer à éclairer les enseignants et leurs formateurs dans la définition des objectifs à leur assigner, de leurs tâches, de leurs responsabilités? Peut-elle contribuer à identifier les bonnes pratiques, j'ai pris la précaution de mettre bonnes pratiques entre guillemets, génératrices d'efficacité et porteuses donc d'espoir pour une société qui en a besoin? M. Molini résume lui-même ces questions à travers le titre de son exposé. Qu'enseigne la recherche aux enseignants? Des bonnes pratiques aux praticiens compétents. Je lui cède la parole avec grand plaisir et aussi intérêt pour qu'il puisse nous confier et partager avec nous ses propres réponses. Mesdames et messieurs, effectivement, peut-être que vous vous l'êtes dit de temps en temps, la pédagogie universitaire est une sorte d'oxymore. En tout cas, vu d'un instituteur qui a mal tourné, qui s'est retrouvé à l'université parce que les événements l'ont voulu. Les universaux qu'on veut présenter, que ce soit aux étudiants ou aux élèves, c'est en général lorsque ce que l'enseignant leur présente n'est finalement pas appris par l'élève que la pédagogie a besoin d'exister. C'est en tout cas tout ce que les grands pédagogues nous ont appris. Et c'est sans doute pas par hasard si la pédagogie universitaire se développe, puisque les étudiants d'aujourd'hui ne sont sans doute pas ceux d'hier, et que certains des universaux qu'on prétendait leur présenter sont éventuellement, et Thierry Karsenty l'a montré tout à l'heure, plus difficiles à faire connaître, sans parler du fait que nos ambitions peut-être ont aussi évolué, et qu'il n'y a évidemment jamais besoin de pédagogie lorsque l'enseignant ayant à peu près dérouler son cours, eh bien, les étudiants qui n'ont pas appris sont tout simplement éliminés du cursus, comme on le faisait, comme on l'a fait longtemps dans les collèges de jésuites, par exemple. Même si c'est eux qui ont commencé à inventer des méthodes qui, justement, étaient censées faire accéder des esprits qui n'étaient pas forcément spontanément faits pour ça à un savoir formel, un savoir abstrait. Alors la question, elle est volontairement un peu provocatrice qu'enseigne la recherche aux enseignants. Elle tourne sur elle-même. Les enseignants sont institués pour donner les leçons, a priori pas pour en recevoir. Et où va-t-on si l'élève commence à faire la leçon au maître? Et c'est vrai que la recherche est souvent l'alliée objective des élèves, puisqu'elle se demande si, ou en tout cas elle se prétend l'allié objectif des élèves, puisqu'elle se demande si le travail qu'a fait l'enseignant a finalement porté des fruits du côté du public.
vous verrez que je ne savais pas trop comment gérer la demande, puisqu'elle portait sur l'efficacité des pratiques pédagogiques et sur les controverses éventuellement à la fois scientifiques et politiques à ce propos. Et ces controverses, elles se nouent d'abord et avant tout à l'intérieur des premiers degrés de l'école obligatoire, voire de l'école publique, pas forcément en premier lieu en pédagogie universitaire, donc je ferai des allers-retours en fait entre tous les niveaux de l'enseignement, parce qu'il me semble que les concepts qui nous permettent de penser ces questions sont, eux, ont en tout cas vocation, disons, à passer d'un niveau à l'autre. Vous voyez que nous parlons de pédagogie universitaire au moment même où peut-être, en tout cas dans certains de nos pays, les enseignants vivent l'expérience de ce qu'on peut appeler une double destitution. Et en tout cas énormément de recherches qui les montrent aux prises avec ce sentiment. Première destitution, teacher can't teach. Les étudiants sont sur Facebook au lieu d'être avec l'enseignant, ou évidemment dans les plus petits degrés, eh bien, la parole de l'enseignant est mise en cause par les élèves, par les familles, par la population, par la cité. Et donc il serait éventuellement de plus en plus difficile pour les enseignants, y compris à l'université, de se faire entendre des élèves. Et la charge de la preuve pèse de plus en plus sur l'enseignant. C'est l'enseignant qui doit faire la preuve du fait qu'il a bien enseigné. Et cette preuve est subordonnée aux apprentissages des élèves, ce qui donne un pouvoir éventuellement exorbitant à l'élève ou aux élèves, puisque c'est finalement eux qui sont en dernier ressort, qui seraient en dernier ressort juges de la qualité du travail de l'enseignant. Et ici, donc, on est dans la presse, on voit les jours impairs, on voit les enseignants qui sont traités comme des victimes, qui seraient face à un public qu'il est de plus en plus difficile d'instruire, face à une société qui les soutient de moins en moins dans leur travail. Et puis, les jours, je ne sais plus si j'ai commencé par les pairs ou les impairs, mais c'est égal, c'est en alternance, un jour sur deux, eh bien, c'est l'école elle-même et les enseignants, leur travail qui est mis en cause. Et donc cette fois, les enseignants sont coupables. C'est l'école ici qui fabrique des nuls. C'est de la presse helvétique. Je suis sûr qu'en France, on ne voit jamais une couverture de journal qui prétend une chose pareille. Mais toujours est-il que donc cette double destitution, à la fois du côté de ce qui se passe à l'intérieur de l'école, et en tout cas dans l'esprit des enseignants, mais aussi de ce qui se passe à l'extérieur de l'école, du point de vue des jugements qu'on porte sur le travail pédagogique, eh bien, elle fait partie du paysage. Et bon, les pédagogues sont assez convaincus, mais parfois ils ont le sentiment d'être un peu seuls, que la pédagogie peut être à la fois une partie du problème et la solution, au sens où la pédagogie, elle met aussi éventuellement en question les manières habituelles d'enseigner, on l'a vu tout à l'heure dans l'introduction de cette journée, et donc elle peut, d'une certaine façon, affaiblir l'autorité statutaire du maître. Mais si elle renforce son autorité de compétence, alors éventuellement, eh bien, la boucle peut devenir vertueuse plutôt que vicieuse. Alors Thierry Carsenti l'a dit tout à l'heure, je pensais commencer comme ça, je vais le dire un peu autrement que ce qu'il a fait, mais la pédagogie n'en est pas à une révolution près. Si on étudie l'histoire des idées pédagogiques, le thème du renversement, le thème de la révolution copernicienne, disait Claparède, c'est un thème qui nous fait remonter, y compris au classique grec. Et donc le thème de la classe inversée qui s'opposerait à la classe traditionnelle dont on parle beaucoup en ce moment dans certaines universités, c'est un thème qui a peut-être le mérite de poser des questions, mais ces questions seront d'autant plus pertinentes qu'on sera conscient de leur profondeur historique. Disons que le problème ne date pas d'hier. En haut, nous voyons donc l'enseignement magistral dans sa forme canonique, la forme scolaire telle qu'on peut aujourd'hui vouloir la caricaturer. Et en même temps, cette forme scolaire, elle continue énormément de fonctionner, puisque ici, le dispositif est fait pour qu'elle fonctionne dans ces conditions. C'est-à-dire que les personnes qui apprennent sont face à l'enseignant qui présente le monde aux enfants. Cette classe traditionnelle, dans toutes les controverses pédagogiques, dans la rhétorique pédagogique, elle est présentée comme ennuyeuse. Elle est présentée comme rébarbative, elle est présentée comme organisant la présentation du savoir au rythme de l'enseignant, dans les catégories de l'enseignant, avec les présupposés de l'enseignant,
avec les visées de l'enseignant, charge aux élèves d'être dans la tête de l'enseignant ou alors d'être éventuellement mis de côté. Et donc seuls les élèves qui ressemblent à l'enseignant, qui s'inscrivent dans la pensée de l'enseignant, sont capables de suivre le cours. Et pour les autres, eh bien, c'est l'ennui assuré, soit les élèves à haut potentiel pour qui la leçon va trop lentement, soit les élèves en difficulté pour qui elle va au contraire trop vite. Et les recherches montrent par exemple que les enseignants de talent se calent sur l'élève moyen fort. Se caler sur l'élève le plus faible ou sur l'élève le plus fort, vous le faites un certain temps, mais pas longtemps, parce que si tous vos élèves sont en échec ou si tous réussissent, c'est tout de suite assez louche où qu'on soit finalement à enseigner, ou presque. Et peut-être aussi dans les universités. Et donc ici, cette forme d'enseignement est déqualifiée. La classe inversée, le renversement, qu'est-ce que le renversement? C'est le moment où l'enseignant n'est plus face à l'élève, mais l'enseignant est dans le dos de l'élève. L'enseignant accompagne l'élève, et vous voyez combien l'élève est ravi d'avoir sa maîtresse au contact. Cet élève, à l'évidence, est dans une classe où il doit sans doute exister une vingtaine d'autres élèves au minimum, mais il a droit à un accompagnement personnalisé, et cet accompagnement est d'autant plus personnalisé que l'enseignant vient au contact de l'élève et qu'il regarde le monde avec l'élève. L'élève regarde l'écran, l'écran lui montre le monde, et l'enseignant fait entrer l'élève dans le monde en l'accompagnant. Rousseau a déjà inventé ça avec l'Émile en 1762. De nouveau, rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil, et en même temps, les idées neuves et les controverses reviennent régulièrement. C'est ce que je vais essayer d'aborder aujourd'hui. Il était question un temps d'organiser une conférence à deux voix pour qu'une polémique puisse, enfin une polémique, un débat, voire éventuellement une confrontation puisse s'engager entre chercheurs à propos de ce que la recherche peut dire des pratiques pédagogiques et de ce qu'on peut faire des résultats de cette recherche pour améliorer ces pratiques. Comme je suis finalement seul, je vais devoir porter la controverse à moi tout seul, donc je vais essayer de jouer les deux rôles. Et j'essaierai de le faire en passant par trois étapes assez rapides, bien entendu trop rapides d'un raisonnement. Je partirai du concept de méthode, dont on parle de moins en moins, mais dont on a beaucoup parlé en pédagogie, pour voir comment nous sommes passés d'un discours de la méthode à un discours sur les bonnes pratiques, éventuellement, un discours qui est importé pour ce qui nous concerne ici en Europe continentale, qui est importé d'Amérique du Nord. Comment on peut passer ensuite des bonnes pratiques aux bons praticiens, formule que j'utilise volontairement là aussi de façon un peu discutable. Le titre de la conférence parle plutôt de praticiens compétents. Une fois qu'on a identifié, supposons qu'on puisse identifier de bonnes pratiques pédagogiques, qu'en fait-on ensuite pour former des praticiens compétents? Est-ce qu'il suffit de leur faire un cours ex cathedra sur les pratiques en question? Eh bien, il semblerait justement que les études sur les pratiques pédagogiques prouvent le contraire. Et finalement, je serais obligé de terminer sur une question qui peut paraître un peu oiseuse ou philosophique, mais qui en fait explique en grande partie beaucoup des discussions ou des controverses que nous avons dans les écoles aujourd'hui, ou à propos de l'école et dans les universités, quand on parle d'enseignement. C'est la question de savoir qui fixe ce qui est bon en éducation. Car nous ne devons pas oublier que les instituteurs de la République et les professeurs qui les formaient dans les écoles normales et les professeurs d'université qui formaient ces professeurs d'école normale n'avaient pas pour seule fonction de dire le vrai, ils disaient aussi le bien. Et donc cet héritage, nous en sommes les porteurs, mais c'est un héritage qui éventuellement est légèrement en crise aujourd'hui. Le professeur n'est plus le titulaire incontesté de la vérité et encore moins de la moralité. Et donc, qui va décider de ce qu'est un bon enseignant? Qui va décider de ce qu'est une bonne pratique en éducation? Peut-on seulement trouver un arbitrage? Je pense que c'est une question qui mérite réflexion parce qu'on peut la réinjecter ensuite dans les pratiques et les dispositifs. Donc elle vient en dernier, mais ça sera pour éventuellement la réintégrer dans le début de la réflexion.
Il n'a jamais fait aussi chaud en Belgique pour ce qui me concerne. L'idéal de la méthode est un idéal qui traverse la pédagogie dès ses débuts. Dans le sens commun, d'ailleurs, chez les parents d'élèves, par exemple, la discussion sur la méthode est une discussion qui a du sens. Les controverses sur les méthodes d'enseignement de la lecture, par exemple, restent extrêmement vives aujourd'hui dans la cité, et c'est des controverses qui sont binaires en général. En général, c'est une méthode contre l'autre avec une logique du renversement. C'est mon professeur Daniel Hamlin, historien et philosophe des idées pédagogiques, qui disait que d'une part, la pédagogie a tendance à bégayer, c'est-à-dire que les vieilles questions reviennent tout le temps, et d'autre part, qu'elle est péremptoirement assertotique. Les deux choses peut-être allant ensemble. C'est-à-dire que la pédagogie a besoin, et on l'a vu encore tout à l'heure grâce à Thierry Karsenty, la pédagogie, les technologies par exemple, ceux qui en sont les plus fervents partisans, eh bien, ont besoin, pour affirmer éventuellement une rupture, de mettre en cause la tradition. Et Thierry Karsenty a bien dit que les choses étaient peut-être un peu plus complexes et que la question de l'intégration des innovations à l'intérieur de la tradition était une question peut-être un peu plus élaborée et plus difficile à manipuler que celle du renversement perpétuel. Ce qui est typique dans la présentation des méthodes pédagogiques, c'est que l'efficacité rend heureux. Et inversement, bien entendu. Vous voyez le bonheur de ces élèves qui sont retournés ici dans un enseignement magistral. Ici, c'est un manuel de ce qu'on appelle aux États-Unis Direct Instruction. Donc, ça veut dire que l'enseignant ici reprend la place du guide et reprend une place qu'il va avoir devant la classe, le plus souvent, ce qui n'exclut pas, bien entendu, des moments de proximité. Mais donc, le discours de la méthode présente toujours des étudiants ou des élèves heureux, et la boucle est entièrement vertueuse, puisque si l'élève est heureux, bien entendu, eh bien, l'efficacité sera au rendez-vous. La deuxième constante, c'est que les normes du maître font celles de l'élève sans forcer cet élève, quasiment naturellement. Dans l'idéal d'une méthode efficace, il y a l'idéal d'un monde sans conflit de normes. Peut-être que de temps en temps, dans les universités, nous rêvons d'un monde sans conflit de normes. Nous rêvons d'une université, d'une pédagogie qui ferait que les étudiants se rallient volontiers à nos arguments, et donc d'une pédagogie qui, si elle est rationnelle, si elle est bien organisée, va faire en sorte que le savoir sera non seulement émancipateur, mais en plus bu comme une liqueur par le public. Il y a une contradiction à l'intérieur de cette ambition. Soit notre enseignement est véritablement à quelque chose d'émancipateur, et il est fort probable que des blocages puissent intervenir à certains moments, parce que le monde n'est pas lisse, ou alors on vit dans un monde qui est parfaitement souriant, un monde de la méthode, ou éventuellement un monde de la pratique idéale. Donc la méthode, elle est toujours présentée comme étant sans obstacle. C'est ce qu'on a vu encore tout à l'heure, puisqu'elle opère logiquement. Et pourtant, les obstacles sont nombreux. On a vu tout à l'heure que pour passer de 100% à 9% d'étudiants qui suivent un MOOC, c'est qu'il doit y avoir des obstacles en cours de route et qu'ils doivent être nombreux. Et autant être conscient des obstacles si, éventuellement, on veut en dépasser quelques-uns ou alors aider les étudiants à les identifier avec nous. Il y a un aspect qui a été évoqué ce matin déjà, qui va compliquer la chose en pédagogie, c'est que, et en particulier à l'université, c'est que les deux, nous sommes en tension là aussi entre deux logiques. Une des logiques, c'est ce qu'on appellera, ce que j'appellerais ici la logique de l'invention, c'est-à-dire qu'on considère l'enseignement comme une espèce d'art libéral qui fait qu'un savant est le mieux placé pour présenter les choses aux étudiants, y compris. Il y a tout un romantisme de l'enseignement tout court et de l'enseignement académique en particulier. On entend même des étudiants nostalgiques dire que le cours du professeur X était absolument incompréhensible, mais que c'est ce qu'en faisait tout son charme, parce qu'un physicien que personne ne comprend
c'est finalement un vrai physicien. Hein. Qu'est-ce qu'un physicien qui commence à passer des PowerPoint que n'importe quel étudiant de premier cycle comprend du premier coup? L'aspect initiatique de l'enseignement universitaire, bien entendu, ne doit pas être sous-estimé. Et il y a énormément de professeurs à l'université, voire éventuellement d'étudiants, qui considèrent que la mauvaise pédagogie est un indice de la bonne science, pour dire les choses rapidement, ou serait un indice de la bonne science, ce qui éventuellement n'est pas tout à fait faux, hein, c'est-à-dire qu'il y a une tension entre une volonté de placer les enseignants en situation de normaliser un peu leur pratique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un bon enseignant? C'est un enseignant qui fait ce que font les autres bons enseignants. Donc il y a une volonté de standardisation qui peut conduire à une forme d'exécution au bout du compte. Si la norme devient le MOOC, alors où sera le libéralisme universitaire? Et puis en même temps, on sait très bien que la liberté a ses limites et que donc la question, encore une fois, mais j'y reviendrai tout à l'heure, la question de ce qui est bon dans l'enseignement à l'université est particulièrement complexe puisqu'elle touche aussi à la question de la justice et de la sélection. À partir de quel moment on ne va former que les initiés, et donc à partir de quel moment former un initié, c'est le faire entrer dans le langage de l'initiateur. Et donc un langage qui peut être ésotérique, mais dont ce serait peut-être la fonction. Et aller dire aux spécialistes de physique des particules qu'il ne sait pas parler de physique des particules, il faut être physicien des particules pour lui dire ça. Si vous êtes égyptologue ou professeur de sciences d'éducation, ce qui est pire, hein, eh bien, vous n'êtes pas du domaine et vous feriez mieux de vous taire. Éventuellement. On voit ici que les livres ont changé, mais que le raisonnement reste le même. Donc cet idéal de la méthode souriante pour tous, on le retrouve aussi dans l'enseignement académique, dans l'enseignement universitaire, dans l'enseignement supérieur. Alors que peut-on dire de cet héritage qui reste présent, de cette espèce de quête sans fin de la méthode ou des méthodes pédagogiques efficaces et des controverses à leur propos, des controverses récurrentes et qui ont tendance peut-être à faire un peu du surplace. Alors, la recherche en éducation a longtemps, ou disons les intellectuels qui se préoccupaient d'éducation ont longtemps produit des méthodes sur une base plutôt spéculative. Si je raisonne logiquement, la méthode sera logique, la méthode sera rationnelle et l'apprentissage en dépendra et en découlera nécessairement. C'est l'idée de Comenius, c'est l'idée de Rousseau, etc. Les chercheurs, depuis un bon moment quand même, ont voulu faire un pas de côté et sont allés regarder les pratiques dans leur pluralité, plutôt que la méthode dans sa singularité. Et donc, sont allés observer la façon dont les enseignants enseignaient vraiment. Éventuellement, ils sont allés mesurer les effets de certaines pratiques, voire l'efficacité de certaines pratiques, d'où le début peut-être de la polémique. La méthode, c'est une espèce de marche à suivre. Il y a une rationalité et il faut le moins possible s'en écarter. Ce que montrent les recherches sur l'efficacité des pratiques pédagogiques, à mon sens, c'est autre chose. Elles identifient plutôt des garde-fous. C'est-à-dire que le chemin à suivre est beaucoup plus large qu'avant. Mais il y a des bas-côtés. On ne peut pas faire n'importe quoi en pédagogie en prétendant que c'est de la pédagogie. On peut faire n'importe quoi en pédagogie. On ne peut pas dire que c'est de la pédagogie. Mais par contre, une voie unique à suivre, ce serait sans doute beaucoup trop réducteur. Alors, il y a des choses que certains d'entre vous ici connaissent. Donc là aussi, j'ai hésité à entrer dans les détails ou à plutôt proposer un survol. Et j'ai plutôt opté pour le survol, vous m'en excuserez. Mais peut-être qu'on y reviendra au moment des questions. Les recherches montrent en particulier que les enseignants qui feraient le plus d'effet savent à la fois guider et dévoluer. Donc ils savent guider les élèves. On a parlé tout à l'heure de mes propres recherches sur le questionnement. Ils savent guider les élèves en posant des questions
et donc en formalisant des problèmes qui sont posés aux élèves. Et donc la fonction de la question et du problème en pédagogie est double. Elle a premièrement une fonction de guidage, d'orientation, hein, c'est-à-dire qu'on doit s'inscrire dans le questionnement du maître, ce qui rend les choses parfois très difficiles pour les élèves qui sont perdus à la 17e question. Les recherches ont montré qu'un enseignant du secondaire supérieur pose en moyenne 350 questions par heure à sa classe. L'élève qui est perdu à la 17e question, il lui en reste encore 333 à suivre, éventuellement en ayant décroché, comme on dit dans ces cas-là. Les questions, les problèmes, c'est un mélange de guidage et de dévolution, c'est-à-dire que les élèves sont à la fois inscrits dans le raisonnement du maître, mais ils sont aussi aux prises avec des zones d'incertitude, qui sont les zones d'incertitude qui doivent solliciter leur pensée. Et le cours dialogué, par exemple, est quelque chose qui s'est beaucoup répandu au cours du siècle, qui est passé des petits degrés au degré de l'enseignement secondaire. Au tertiaire, ce n'est pas encore forcément si clair, hein. Mais dans les séminaires, on voit énormément de professeurs d'université qui pratiquent le cours dialogué. Et là encore, c'est une question de dosage, hein. Pour susciter l'intérêt, dans le sens commun, pour susciter l'intérêt des étudiants, eh bien, il ne faut ni trop ni pas assez de questions. Si le cours se déroule sans jamais s'arrêter et que les étudiants ne sont jamais sollicités, eh bien, on en perd évidemment beaucoup. Si c'est le contraire, si les étudiants sont face à des problèmes tellement généraux, des questions tellement vastes, hein, qu'on prétend faire appel à leur activité, eh bien, il n'y aura pas le guidage de l'enseignant et donc ils iront se perdre dans des endroits où ils ne sont pas censés aller. Sauf ceux qui trouvent leur chemin tout seuls, bien entendu. Deuxième résultat, il faut trouver un équilibre entre explicité et sollicité. Un équilibre donc entre l'exposition des savoirs, dans la forme, j'allais presque dire canonique, hein. Le maître est face à l'enseignant, c'est lui qui possède le savoir et c'est sa responsabilité de l'expliciter. Et ça, c'est une variable très importante sur laquelle je reviendrai tout à l'heure avec un exemple. Les recherches contemporaines portent énormément sur cette variable de l'explicitation qui a déjà été mise en évidence par Bourdieu et Passeron il y a déjà ça très longtemps, mais là c'était au niveau macrosociologique, alors qu'ici on entre vraiment à l'intérieur des pratiques. Et donc cet équilibre entre explicitation et sollicitation donc des savoirs de l'élève, hein, il y a les moments où le maître présente un savoir et il y a le moment où l'élève va rechercher le savoir des élèves qui doivent le mobiliser en situation, c'est tout le thème des compétences, hein. Cet équilibre est aussi difficile à trouver et donc son enjeu, c'est la compréhension par les élèves des savoirs du maître ou des savoirs du programme. Une autre balance, on peut l'identifier entre ajuster et attendre. Ça porte sur c'est un enjeu. Les enquêtes auprès des étudiants montrent souvent ça. C'est quelque chose qui va susciter des jugements de valeur positifs ou négatifs des étudiants sur les enseignants. Parce que la recherche a tendance à montrer, peut-être que, mesdames et messieurs, nous en sommes ici convaincus parce que nous sommes un sous-ensemble des universitaires, hein, mais la recherche a montré que même dans les tout petits degrés, les élèves étaient souvent de très bons juges des enseignants, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a même une école en Inde dont les directeurs se targuent lorsqu'ils doivent engager de nouveaux enseignants pour des enfants de 8-12 ans, hein, de faire tourner les nouveaux enseignants dans les différentes classes, et à la fin de la journée, le directeur va dans toutes les classes et demande aux élèves quels étaient les meilleurs profs. Et il dit, moi j'engage mes profs comme ça. Je fais la tournée des classes et puis je dis, c'est avec lequel que vous avez compris, lequel que vous n'avez rien compris, etc. Alors évidemment, le directeur a un droit de veto, hein, on va y revenir, mais il y a une évaluation par ceux qui sont censés apprendre, mais ce n'est pas eux qui décident. Mais ils sont consultés et leur parole est considérée comme une information de première nécessité. Sans passer, c'est complètement absurde. Se passer de ce que l'élève pense avoir compris pour juger de la qualité d'un enseignement, ça peut effectivement se discuter. Et donc ici, ajuster, attendre, ça porte sur une variable que les élèves sentent très bien, c'est est-ce que l'enseignant attend beaucoup de nous? Est-ce qu'il pense qu'on est capable de beaucoup de choses? Mais évidemment, bon, il faut avoir des attentes élevées, mais en même temps, il faut qu'elles soient ajustées. Parce que si vous en attendez trop,
Si vous êtes trop à distance des capacités des élèves, eh bien, là aussi, vous allez les perdre. Et les étudiants dans les premiers cycles universitaires, par exemple, eh bien, comprennent très bien le message de certains profs, surtout s'il n'est pas dit. Du type, si vous êtes trop loin de mes attentes, c'est que vous n'avez rien à faire là. Et donc là aussi, il y a une vraie tension entre la nécessité de former les étudiants et éventuellement celle qui est moins populaire, parce que c'est un peu le sale boulot, disent les sociologues, de les sélectionner. Dans toutes les écoles, on sait ça. Que ferait-on si tous les élèves réussissaient tout le temps? Ce serait embêtant pour les effectifs des doctorats, par exemple. Une autre variable se situe entre réglé et différencié. Ça, on le voit de plus en plus, il me semble, aussi alors, à la fois à l'école élémentaire et dans l'enseignement supérieur. Les usagers veulent être traités comme des sujets, comme des personnes, comme des individus. Leur cas est toujours plus particulier que le cas d'à côté. Et donc, traiter des énormes effectifs avec cette exigence, eh bien, ça pose la question des dispositifs à la fois de différenciation possible, pour prendre en compte des besoins particuliers, et puis en même temps, un besoin de régler les comportements collectivement, ce qui fait la différence entre une institution et un supermarché. Et ça, c'est une tension qui est énorme dans les institutions d'enseignement aujourd'hui, et en particulier dans les pays qui sont, disons, je dis ça vite, ce que montrent les recherches, c'est que les pays qui sont qui sont organisés politiquement le plus verticalement et dans lesquels l'accès au diplôme conditionne le plus la vie ultérieure, ces pays ont des écoles qui sont bien davantage en crise que les autres. Pourquoi? Parce que la pression à la réussite scolaire fait qu'elle cascade jusque dans les premiers degrés, et donc on se retrouve dans des situations de concurrence entre élèves, entre étudiants, entre familles, qui vont éventuellement mettre en concurrence à leur tour les enseignants, les établissements, etc. D'où la destitution, d'où la pédagogie qui peut venir comme un sparadrap, et donc être mal vécue par les enseignants qui peuvent la prendre pour la cause des problèmes, alors que les pédagogues pensent que c'est la solution. Peut-être que vous avez dans vos universités quelques profs qui pensent que c'est de se poser toutes ces questions à propos des étudiants qui affaiblit l'autorité de l'université. Et donc les choses ne sont pas si évidentes dans tous les esprits. Finalement, un équilibre, au bout du compte, un équilibre entre parler et écouter. Est-ce qu'on considère l'enseignement comme un service ou comme un travail? Et ça, c'est ce que les étudiants vont appeler l'attention. Est-ce que le prof est attentif à nos problèmes? Autrement dit, est-ce qu'il nous écoute? Et pas seulement est-ce qu'il nous écoute, mais est-ce qu'il met en place des dispositifs qui nous permettent de parler? Et ça, c'est très différent de la vieille revendication participative des étudiants marxistes des années 60. Nos étudiants ne sont pas très engagés dans la participation politique à l'intérieur des universités. Par contre, ils sont très exigeants comme consommateurs du cours qu'ils sont en train de suivre. Et c'est là qu'ils veulent être entendus, plus que pour changer le monde. Ce qui s'ajoute à voilà un certain nombre de traits donc, qui semblent montrer entre quels garde-fous la pédagogie doit se trouver si elle veut se révéler relativement efficace plutôt qu'inefficace. Mais comme je l'ai montré dans mes exemples, cette question de l'efficacité est une question qui est idéologiquement extrêmement chargée. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. C'est parce que les recherches sur l'efficacité qui font semblant de postuler que cette question n'est pas idéologiquement chargée, à mon avis, court-circuite la moitié du débat. Pourquoi est-ce qu'elle est idéologiquement chargée, cette question de l'efficacité? C'est parce que nous avons des tas d'autres critères pour valider un enseignement. Pas seulement son efficacité. Nous avons son équité, sa pertinence, la satisfaction des étudiants, sa fameuse qualité, dont personne, en tout cas pas moi, ne sait ce que c'est. Et donc la légitimité d'un enseignement, elle dépend de critères de légitimité qui peuvent varier du tout au tout, suivant que vous êtes en train d'essayer de sélectionner les 5% d'étudiants qui vont aller à l'ENA, ou suivant que vous êtes en train de vous morigéner parce que 10, 15, 20% ont échoué. Suivant où, c'est pour ça que d'ailleurs que les pédagogues des tout petits degrés et ceux des grands degrés n'arrivent pas à se comprendre, c'est parce que dans les tout petits degrés, la mortalité scolaire, comme disent les Italiens, est insupportable.
C'est les petits de 4 ans, on part du principe en général que ce serait quand même mieux qu'ils réussissent plutôt qu'on leur apprenne à échouer. Et plus on monte dans les études, évidemment, plus cette question de l'effort que doit faire l'enseignant pour que l'étudiant réussisse se pose éventuellement différemment. Et c'est une question qui est éminemment non seulement éthique, déontologique, mais surtout politique. Une fois qu'on a fait brosser ce paysage de ce que la recherche, mais vraiment à la va-vite, nous apprend de l'efficacité, de la pertinence et donc des variations autour des critères de validation des pratiques pédagogiques au pluriel, finalement, qu'en faire du point de vue de la formation des enseignants? Parce qu'identifier des bonnes pratiques ou des pratiques pédagogiques qui sont plutôt meilleures que d'autres est une chose. Comment est-ce qu'on fait avec ça un praticien compétent? Il y a un collègue américain qui a écrit un article qui a eu beaucoup de succès à l'époque, où il affirmait « What works, don't work ». Prétendre qu'on va identifier ce qui marche et qu'ensuite on va le transférer d'un enseignant à l'autre par des procédures quasi mécaniques, c'est nier, ou c'est plutôt confondre la fabrication des yogourts et la fabrication d'un docteur en lettres. Une fois qu'on a identifié des pratiques qui seraient éventuellement intéressantes pédagogiquement, il est nécessaire d'aller identifier les savoirs qui sont à l'intérieur de ces pratiques, les raisonnements qui sous-tendent ces pratiques, pour voir si ces savoirs, ces raisonnements, ces conceptions, ces présupposés, ces dispositions, eh bien, sont transférables d'un enseignant à l'autre. Vous ne transférez pas une pratique directement d'un praticien à l'autre, sauf éventuellement, si vous voulez vous placer dans un modèle purement behavioriste, c'est-à-dire que vous présentez la bonne pratique à l'enseignant X, et puis vous le menacez de sanctions s'il n'adopte pas cette pratique-là. Version un tout petit peu améliorée, vous faites passer l'enseignant par une évaluation standardisée où les étudiants répondent à un QCM en 15 items pour voir si l'enseignant a bien annihilé les puces du PowerPoint ou s'il est disponible quand on lui envoie des emails. Et donc ici, si l'enseignant n'entre pas dans cette logique pédagogique-là, vous pouvez le sanctionner. Et c'est ce qui fait peur aux enseignants dans les universités dans lesquelles éventuellement ce genre de pratique peut s'installer. Si on ne prend pas la peine et le temps d'identifier ce qui fait pratiquer un enseignant de telle ou telle façon, alors on se prive de l'identification des savoirs, éventuellement des idéaux, voire des idéologies, qui vont faire que telle pratique va exister, et donc on se prive des moyens de discuter des pratiques. De discuter des pratiques d'un point de vue intersubjectif, d'un point de vue, et donc d'un point de vue professionnalisant, c'est-à-dire entre des professionnels qui auraient des controverses pédagogiques à propos de leur pratique. Pas des professionnels qui se feraient imposer une pratique au nom du fait qu'elle a été validée par des chercheurs qui seraient extérieurs à la pensée des professionnels. Donc entre la règle qui va dire ce qu'il faut faire et le résultat qui, à l'arrivée, va éventuellement valider le travail, mais sur l'autre versant, donc entre ces deux logiques de la norme bureaucratique qui demande aux enseignants de respecter les directives et puis de l'évaluation externe qui leur demande d'obtenir des résultats, eh bien, se situe la compétence, enfin, ce que j'appellerais la compétence. Et donc, cette compétence, c'est une combinaison entre de la technique, de l'éthique et de l'intelligence située. Et donc, c'est à cette compétence et donc à cette pensée que peut-être il faut faire accéder les enseignants si nous souhaitons des praticiens compétents. Il faut donc placer le savoir pédagogique dans le corps, excusez le jeu de mots, mais dans le corps enseignant et dans le corps de l'enseignant. C'est-à-dire qu'il faut décontextualiser les savoirs et puis ensuite les recontextualiser. Et donc c'est si l'enseignant partage un certain nombre de présupposés qu'il va pouvoir incarner
une pratique, mais il va le faire parce que cette pratique est sa pratique et non pas la pratique d'un autre, et donc un comportement qu'il n'adopterait que parce qu'il est terrorisé. Ce qui d'ailleurs dans les universités a peu de chances d'arriver. Ça peut marcher dans l'enseignement primaire. On peut faire aux enseignants primaires des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est en tout cas plus facile, expérience faite, que pour des profs d'université. Mais ce n'est pas sûr que ça donne les résultats souhaités chez les élèves. Si on se place dans le paradigme de la compétence, on a besoin d'une référence, d'un référentiel de compétences qui va être établi collectivement. Je pense que la recherche nous apprend que dans tous les endroits où on prétend légiférer sur les pratiques, contrôler les pratiques, orienter les pratiques, évaluer les pratiques sans référentiel de compétences, alors on se planifie de gros soucis. Parce que le référentiel de compétences est implicite, il est dans les grilles d'évaluation, donc il est réducteur, et en plus il ne fait pas consensus, il n'est pas discuté par les professionnels. Donc la question de savoir quelles sont les compétences attendues d'un enseignant, y compris à l'université, c'est évidemment une question clé qui doit être débattue par les professionnels d'abord, évidemment à la lumière de ce que la recherche en éducation peut indiquer, mais à la lumière de ce que la recherche en éducation indiquera, et non pas sous contrôle technocratique venant d'en haut. Ce référentiel de compétences devrait s'appuyer ou être combiné avec ce que j'appelle ici un autocontrôle soumis à discussion. En ce moment, on a des débats dans notre université à Genève, mais je pense qu'il y en a eu, ou il y en aura, ou un peu partout, autour de la manière dont le rectorat utilise les évaluations des cours par les étudiants. Et donc, on est un peu front contre front entre ceux qui prétendent que ces évaluations doivent être une ressource pour les enseignants, et donc que l'enseignant dialogue avec lui-même à partir des résultats de son évaluation pour essayer de mieux enseigner. Et puis d'autres qui disent que c'est bien joli, mais que certains enseignants dialoguent depuis 20 ans avec eux-mêmes et qu'ils se confirment régulièrement dans ce qu'ils font, et qu'il y a peut-être un moment où il faut changer de logique, changer d'institution, et peut-être faire appel à l'université, on a de la peine à appeler ça la hiérarchie, mais quand même, ça peut être aux collègues, ça peut être aux pairs, mais à une instance d'arbitrage. Et donc, une utilisation de l'évaluation comme éventuellement outil de régulation. Des collègues à Genève ont écrit un livre qui s'appelle « L'évaluation, une menace ». Évidemment, c'est moins politiquement correct, mais ça peut être ça aussi. Je pense que le problème est mal posé. Je pense que là, on peut patiner encore un moment en étant sur ces deux positions. Je crois que ce qui est vraiment ce vers quoi les universités auraient tout intérêt à aller, ce sont des dispositifs dans lesquels on n'a pas à choisir entre l'autocontrôle de l'enseignant et l'hétérocontrôle par les étudiants, mais des dispositifs dans lesquels les pratiques d'autocontrôle de l'enseignant sont sous le contrôle des étudiants et sous le contrôle explicite. C'est-à-dire que l'enseignant rend des comptes aux étudiants sur la façon dont ils s'autocontrôlent. Pas sur la façon dont il doit enseigner directement, mais sur la façon dont il entend ce que lui disent les étudiants. Et donc, la façon dont il prend de l'information auprès d'eux. C'est Éric Préra, que je vous encourage à lire, qui a écrit plusieurs ouvrages, dont l'un qu'il a appelé de la déontologie enseignante, qui dit que dans un code de déontologie des enseignants aujourd'hui, on ne doit plus pouvoir éviter l'article qui dit « l'enseignant évalue les effets de son enseignement, point ». Ça ne veut pas dire qu'on lui dit comment il doit les évaluer, mais ça veut dire qu'il est tenu d'évaluer les effets de son enseignement, point. Et donc ça veut dire qu'il est tenu d'écouter les étudiants. Et surtout, il est tenu de les faire, de leur offrir l'espace nécessaire pour qu'ils s'expriment. Ça s'appelle la pédagogie, dans les petits degrés. Qu'est-ce que c'est un enseignant? C'est quelqu'un qui crée les conditions pour que les enfants osent exprimer leurs pensées à haute voix. Et c'est comme ça que les enfants apprennent, parce que c'est dans l'intersubjectivité que ça va se passer. Ce n'est pas chacun avec soi-même. Et si on veut apprendre ensemble, il faut que l'enseignant crée les conditions pour qu'on ait l'autorisation de prendre position à haute voix, et y compris, et d'abord sur ce qu'a dit l'enseignant. J'ai pas compris. Voire je suis pas d'accord.
Et donc ça, il me semble que c'est quelque chose qu'on serait en droit d'attendre d'un enseignant, y compris à l'université. Et donc du coup, on tombe dans un paradigme de validation du travail des enseignants qui va être pluriel, complexe et puis peut-être formateur aussi pour les enseignants. Alors j'aimerais donner juste un exemple. Vous m'excuserez, je vais faire référence à ma propre pratique. Parce que je ne vais pas vous présenter une méthode lisse, je vais vous présenter le problème sur lequel il me semble qu'on bute et auquel on est condamné, comme enseignant en général. Mais un problème qu'on doit vraiment prendre en compte parce que c'est une des grandes causes d'inégalité de réussite à l'école et dans les universités. Alors, j'ai appelé ça l'exemple de la conceptualisation. Il est fréquent que dans nos universités, nous demandions aux étudiants de conceptualiser. Il est fréquent que nous nous plaignions du fait qu'ils ne savent pas forcément conceptualiser. Donc manipuler des concepts pour produire, pour poser des problèmes. Éventuellement après, chercher à les résoudre par des recherches, etc. Mais la phase de conceptualisation et de problématisation, c'est souvent une phase difficile parce qu'il ne suffit pas d'appliquer justement une méthode clé en main. Il faut faire preuve à la fois de créativité et de rigueur. Et il faut ancrer son raisonnement dans les savoirs hérités, la culture de la discipline, en fait. Alors ici, première difficulté pour l'enseignant à l'université qui organise un examen. Je vais me placer dans la situation d'évaluation, hein, mais cette fois pas du travail du prof, mais du travail des élèves. Est-ce qu'on se place dans une situation où les étudiants vont restituer des savoirs ou est-ce qu'on va vouloir qu'ils mobilisent des savoirs, hein? Restitution de savoirs, je ne vous présente pas la chose en détail, mais ça c'est assez ancien et on sait faire à l'université. On s'est demandé aux étudiants de restituer les savoirs et c'est une situation de plus en plus artificielle quand on a suivi la conférence de Thierry Carcenti. De plus en plus, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir s'assurer que les étudiants ont compris un certain nombre de choses dont ils sont capables de faire usage dans le champ en question. Alors, exemple, le champ de l'éducation. Une des compétences clés de notre référentiel de compétences à Genève, on pourrait la formuler en disant prendre position dans un débat public sur l'éducation. Donc pas seulement enseigner dans la classe, mais prendre position dans un débat public sur l'éducation. Ici, dans le cours de premier cycle que je donne aux étudiants à Genève en éducation, la situation d'examen consiste à leur faire analyser, non pas un texte, mais deux textes. Donc nous choisissons deux textes qui sont issus de la presse et qui s'opposent entre eux. Donc l'un dit noir et l'autre dit blanc. Par exemple, il y en a un qui dit à l'école on écoute beaucoup trop les enfants et puis un autre qui dit il faudrait les écouter plus parce qu'ils apprendraient mieux. Bon. Pédagogie directive, non directive. Hein. Pour les notes, contre les notes. Pour le redoublement, contre le redoublement, etc. Voilà. On trouve du matériau de ce genre dans la presse. Et ce qu'on demande aux étudiants, c'est de comparer les deux textes en mobilisant les concepts qui ont été présentés pendant l'année dans le cours. Des concepts comme le concept d'autorité, le concept d'évaluation, le concept d'activité, le concept de socialisation ou de subjectivation, etc. Si on fait l'analyse des travaux des étudiants, hein, on se rend compte que la principale difficulté que rencontrent les étudiants, ce n'est pas d'identifier les concepts qu'il faudrait utiliser, c'est de savoir ce que veut dire mobiliser. Nous, on leur dit, vous devez mobiliser les concepts, et eux, ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire mobiliser les concepts. Ils prennent les mots et ils les mettent dans le texte à certains endroits en se disant, ben voilà, le prof est content, hein, j'ai utilisé les concepts, les mots qu'il demandait d'utiliser. Les étudiants pensent qu'ils ont utilisé les concepts, ce qui n'est d'ailleurs pas forcément faux. Hein. Mais pour que les étudiants en viennent à comprendre ce que signifie conceptualiser pour opposer deux prises de position dans le débat public, eh bien, il faut, d'une certaine manière, les prendre par la main et tout expliciter. Par exemple, il faut leur dire le concept d'autorité. Vous ne pouvez pas dire Monsieur X est pour l'autorité et Monsieur Y est contre l'autorité. Si les étudiants à la fin de mon cours viennent avec des jugements de sens commun de ce type, ils échouent à l'examen. Ce qu'ils sont censés avoir compris, c'est que les deux
lecteurs qui interviennent dans le journal, les deux revendiquent des formes différentes d'autorité. Par exemple, une autorité plutôt statutaire et une autorité plutôt de compétence. Donc il faut utiliser le concept pour traiter des deux textes. Pas dire il y a un texte qui est sur l'autorité puis un autre qui est sur l'activité des élèves. Non. Il faut utiliser le concept pour opposer les deux textes. Et qu'est-ce que ça veut dire opposer les deux textes, demandent des étudiants. Il y a des étudiants qui n'ont pas compris ce que ça signifiait opposer les deux textes. Et donc il faut faire une explicitation de ce que signifie opposer deux textes. L'usage des concepts, on doit expliciter auprès des étudiants qu'il faut, pour démontrer l'opposition, utiliser le concept. Il ne suffit pas d'utiliser le mot, il faut que le mot, par exemple l'autorité, permette à l'étudiant de dire ici on est sur tel type d'autorité et ici on est sur tel autre type d'autorité. Excusez-moi si la démonstration vous paraît fastidieuse, parce qu'elle est fastidieuse. C'est-à-dire qu'ici, nous nous rendons compte que nous sommes face à des étudiants qui ont besoin d'un certain nombre d'explicitations et que les concepts du cours, en fait, ne sont pas les concepts qui vont faire la différence à l'examen. C'est ça le grand paradoxe. C'est que les concepts qui vont faire la différence à l'examen, c'est les concepts d'opposition, c'est les concepts de comparaison, c'est les concepts de mobilisation. Et ça, ce n'est pas des concepts qui sont dans le cours de premier cycle sur institution scolaire et pratique pédagogique. Moi, mes concepts, ce sont d'autres concepts. Le reste est implicite. Le reste, éventuellement, on croit que c'est de la capacité, on croit que c'est de la compétence, on croit que c'est du prérequis. Peut-être que c'est du prérequis, mais n'empêche qu'il n'est pas là. Et donc, les étudiants qui réussissent l'examen, c'est ceux qui ont compris ce que ça voulait dire mobiliser un concept, alors qu'on ne l'a jamais enseigné. Et ça, c'est ce que les recherches en éducation nous montrent de façon absolument claire. C'est que les enfants qui réussissent à l'école, c'est les enfants pour qui on a explicité ailleurs ce qui est implicite à l'école. Et là où il y a beaucoup d'implicite à l'école, c'est de nouveau sur les deux points de fuite. Ce qui est très implicite, c'est quand il n'y a que le maître qui parle, les cours ex cathedra, les MOOCs. Et ce qui est très implicite, c'est quand il n'y a que les élèves qui travaillent, la pédagogie de projet, etc. Et ça, c'est deux points de fuite auxquels il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais écouter un cours ex cathedra, ni jamais faire un projet. Mais ça veut dire qu'il faut bien faire attention aux savoirs qui sont nécessaires pour réussir dans ces situations et qu'il faut absolument expliciter. Et cette question de l'explicitation, si je la traite ici, c'est juste pour montrer qu'on ne résoudra jamais ce genre de problème avec une technologie X, Y ou Z. Je ne reprends pas la démonstration de Thierry Karsenty. Ça pose la question de que va-t-on faire et avec quels étudiants. Parce que là, j'aimerais insister là-dessus, mesdames et messieurs, parce que je le fais auprès des instituteurs. On ne peut pas prétendre faire de la pédagogie sans se poser la question politique. C'est quel étudiant qu'on vise. Parce que pour les étudiants qui ont tout compris, faire ce qu'on fait ici, c'est fastidieux, c'est éventuellement inutile. Par exemple, ils vont dire que c'est scolaire. On scolarise trop l'université. Il faut tout expliquer. Nous, on doit faire des exercices, des séminaires, des corrigés d'exercices qui accompagnent le cours. Parce qu'on pense, mais peut-être qu'on se trompe, parce qu'on pense qu'on doit faire cet effort pour que les étudiants comprennent ce qui est implicite dans nos attentes et qui leur permettra de réussir si, 1, ça a été explicité, 2, bien entendu, qu'ils ont pris la peine de s'y intéresser, et 3, ensuite, qu'ils le mobilisent en situation. Je termine donc. J'ai commencé en disant que les enseignants aujourd'hui, les institutions scolaires et universitaires, les hautes écoles, l'enseignement supérieur, autant que le reste, nous sommes dans une situation qui est bien documentée par les philosophes, de fin des transcendances. La vérité ne tombe plus d'en haut, et la moralité non plus. Il y a des troubles dans la démocratisation. J'ai entendu que les Européens étaient en train de voter. Comme vous savez, nous ne votons pas, les Suisses, puisque nous ne sommes pas Européens. Mais les Européens sont en train de voter pour savoir s'ils veulent plus ou moins de démocratisation à l'intérieur de l'Union européenne. Et ici, il y a des mouvements, il y a une espèce de choc frontal entre des mouvements qui militent pour davantage de démocratisation et ceux qui aimeraient retourner à quelque chose qui ressemble à des institutions qui sont plus locales et qui donc seraient plus solides parce qu'elles sont fondées sur un certain nombre de valeurs qui n'ont pas besoin d'être discutées. Et nous vivons cela à l'intérieur de nos institutions.
entre les étudiants qui peuvent avoir des rapports au savoir, des rapports à l'enseignant différents, et puis évidemment aussi entre des enseignants qui peuvent avoir des visions plus ou moins libérales ou au contraire centralisées du fonctionnement de l'université. Les nouveaux étudiants, les recherches montrent, même s'il faut se méfier des recherches sur les différences générationnelles, les recherches montrent qu'ils sont plutôt convivialistes, qu'ils n'aiment ni les inégalités ni les confrontations. Avec mon équipe de recherche, on travaille beaucoup là-dessus. On essaye de comprendre quelle est finalement la demande des étudiants. Parce que finalement, elle est beaucoup moins peut-être claire qu'on le penserait. Et on se rend compte que y a pas vraiment, dans leur esprit, il n'y a pas contradiction en demande de règles et demande de quant à soi. Les étudiants demandent beaucoup de règles, par exemple pour bien enseigner. Ils sont hyper utilitaristes, hyper pragmatiques, mais toujours dans une logique de convenance personnelle. Présentez-moi tout et je fais ce que je veux. Donc la confrontation, le débat d'idées, le conflit de normes est très difficile à instituer avec les étudiants, ce qui désespère les chercheurs, parce qu'évidemment les chercheurs, eux, n'aiment que ça. Que les conflits de normes qui vont produire éventuellement du conflit socio-cognitif et donc de la recherche possible. Donc la question de savoir si l'avenir de l'enseignement est plutôt dans une espèce de gestion de ces différences par une libéralisation à l'intérieur des universités, puisque vous savez qu'il y a beaucoup de ces questions qu'on gère par des systèmes d'options, les unités capitalisables et tout ce qu'on a dit sur Bologne, évidemment, font partie du problème, par une espèce de retour du paternalisme où là les enseignants vont dire en tapant sur la table, comme à Ottawa, ici maintenant, c'est terminé les ordinateurs, c'est mauvais pour votre santé, donc il n'y en aura plus chez nous. Hein. Donc est-ce que les enseignants sont chargés de prendre des mesures parfaitement impopulaires auprès des étudiants qui vont les faire chuter très bas dans les évaluations, bien entendu, hein. Mais est-ce que c'est leur devoir, est-ce que c'est leur responsabilité, ou est-ce qu'on doit s'acheminer, ou est-ce qu'on doit plutôt s'orienter dans une logique de capacitation, comme dirait Amartya Sen, c'est-à-dire dans une logique où l'idéal de liberté et l'idéal d'égalité sont à peu près tenus ensemble, parce que on va chercher d'abord à fournir aux étudiants les moins bien équipés au départ, les capacités qui vont leur permettre de progresser dans l'université. Et donc les moyens de faire des choix librement alors qu'éventuellement ils ne les ont pas au départ. Et donc ça pose une question de finalement quelle est la mission des universités. Bien entendu, on a commencé par ça ce matin. Je terminerai juste donc en citant Pierre Rosanvallon, qui, il me semble, en nous sortant de l'école, nous aide aussi à repenser ce problème, mais un peu de la même façon, qui aujourd'hui peut définir le bien commun. Est-ce que ce sont les étudiants? Est-ce que ce sont les enseignants? Ou est-ce que c'est des dispositifs institués qui permettent aux uns et aux autres de se parler? Rosanvallon, lui, parle de passer d'une logique d'identification à une logique d'appropriation. Là, il parle du rapport entre l'électeur et l'élu. Mais on peut transposer, à mon avis, ça au rapport entre l'enseignant et l'enseigné. Le rapport d'identification, c'est le rapport ancien. Voilà le prof que je veux devenir. Voilà le docteur en physique que je veux devenir. Je m'identifie à lui, c'est pré-réflexif. Ça passe pas par une négociation, une interaction, une discussion. C'est direct. C'est la logique du maître et du disciple, dont nous sommes peut-être encore les héritiers. Mais évidemment, avec des amphithéâtres à 600 étudiants, c'est difficile. Et puis, donc, Rosanvallon, lui, propose de passer à une logique de l'appropriation, parce qu'il considère que nos démocraties sont inachevées, et qu'aller au bout de la démocratisation, c'est aller dans une logique d'appropriation. Je cite, « Il est urgent d'esquisser la figure d'une démocratie d'appropriation au ressort profondément différent de ceux d'une démocratie d'identification. Il consiste en effet à corriger, à compenser, à organiser la séparation entre gouvernants et gouvernés, donc là nous transposerons entre enseignants et enseignés, de telle sorte que ces derniers puissent contrôler et orienter le pouvoir. Donc ces derniers, c'est les enseignés, puissent contrôler et orienter le pouvoir sur un autre mode que celui de la transmission d'un mandat. Donc il ne suffit pas que le prof ait un mandat et un statut. La construction d'institutions réflexives et attentives à la particularité s'impose comme une question prioritaire pour consolider les démocraties et les rendre en même temps mieux gouvernables. L'économie de la réputation du côté des gouvernants, donc l'économie de la réputation du côté des enseignants,
la réputation des enseignants, les rankings, et l'économie de l'estime de soi du côté des citoyens, donc la revendication de reconnaissance, d'existence, de présence par les étudiants, font ainsi positivement système. Je vous remercie. Alors merci pour cette très intéressante conférence. Alors je suppose qu'il y aura des questions dans l'Assemblée. On a un peu de temps pour en passer quelques-unes en revue. Tout le monde a ce point fin. Ah. Bonjour. J'ai été frappée dans l'exemple que vous avez donné des étudiants qui doivent comparer deux textes, que les concepts que vous nous avez dit qu'ils ne comprenaient pas ou maîtrisaient pas étaient liés, en fait, ce que je pense, plus au métier d'étudiant, au travail intellectuel général que l'on pense que les étudiants possèdent avant d'arriver à l'université. Il y a des débats, en tout cas chez nous, il y a des débats. Est-ce que c'est vraiment notre rôle de leur montrer ça, de les aider à développer ces compétences-là, ou est-ce que ça ne devrait pas être fait avant? Est-ce que les ordres qui viennent avant l'université ont bien fait leur travail? Est-ce que c'est le genre de débat que vous avez aussi en Europe? Et qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est bien sûr, j'allais dire, c'est presque la question clé. Hein. Les psychologues de la salle savent que, ça c'est par exemple c'est un concept que j'enseigne à mes étudiants, c'est une question d'attribution externe ou interne. Le problème, tout le monde est d'accord, enfin tout le monde serait d'accord. Les étudiants dans les universités ne maîtrisent pas tout ce qu'ils devraient maîtriser. Mais je vous fais remarquer, mais vous le savez tous, chers collègues, que les enseignants du primaire trouvent que les enseignants de l'élémentaire n'ont pas fait leur travail. Que ceux du secondaire trouvent que ceux du primaire sont vraiment des laxistes, etc. Que font les enseignants de l'élémentaire? Ils se retournent contre les familles. Et que font les familles? Elles se retournent bien entendu contre l'université qui forme les enseignants. Donc de toute façon, en démocratie, ça fonctionne dans ce sens. Ce que j'ai souvent dit pour blaguer, c'est que, mais c'est pas tout à fait aussi, comment dire, je pense qu'il y a de la vérité là derrière, il faudrait que je trouve les recherches qui le démontrent, hein, c'est que les pays qui réussissent le mieux scolairement sont des pays où les enseignants ne se demandent jamais ce qu'a fait l'enseignant d'avant, ils se demandent toujours ce qu'ils peuvent faire pour le degré d'après. Parce que la question de savoir, parce que ça c'est un réflexe qui est extrêmement francophone, semble-t-il. C'est le réflexe qui consiste à faire la morale aux travailleurs d'à côté. Donc vous voyez, on est sur un terrain qui n'a rien de scientifique, on est sur un terrain moral. On est sur l'héritage de l'école publique comme grande sœur ou petite sœur de l'Église. Hein. Et donc on se retourne sans arrêt vers l'enseignant du dessous pour le culpabiliser en lui disant « mais c'est quand même un scandale que les étudiants ne sachent pas ce qu'ils doivent savoir ». Alors bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des discussions à avoir, des responsabilités à partager, etc. Tout ça est vrai. La question de savoir ce qui doit s'enseigner à tous les degrés de la scolarité, c'est une question essentielle. Moi, je suis très frappé de voir que des étudiants de premier cycle chez nous qui veulent devenir enseignants, je crois qu'on peut dire qu'on en a facilement 80% qui, lorsqu'on leur dit qu'il ne faut pas confondre un argument et une opinion, nous demandent ce que c'est. Alors qu'effectivement, on pourrait se dire que alors vous dites travail des étudiants, métier d'étudiant, compétences générales, etc. En fait, c'est des concepts, c'est des savoirs. Mais ça pose la question des curriculums dès les tout petits degrés. C'était quels sont les savoirs qu'il faut enseigner pour que les enfants apprennent ce qu'ils doivent apprendre. Et la grande difficulté qu'on a, et ça les recherches le montrent dans les petits degrés aussi, hein, la grande difficulté qu'on a, c'est d'identifier les concepts, les savoirs qui sont cachés dans les compétences qui permettent de réussir. Et tant qu'on n'arrive pas à identifier les savoirs, alors on ne peut pas les enseigner. Et donc on ne peut pas les mettre à plat, on ne peut pas les expliciter.
Et donc les enfants n'y accèdent pas, et ils font toute leur scolarité éventuellement sans cela. Et donc c'est ceux qui sont enseignés à la maison par les parents qui réussissent. Donc bien entendu, la question du degré précédent se pose. Je pense moi je cite souvent Lévinas à mes étudiants, l'éthique de la responsabilité, lorsque Lévinas dit la responsabilité c'est toujours asymétrique, donc c'est toujours la responsabilité de l'autre, elle vient toujours après la mienne. Je suis toujours responsable de la relation avec l'autre avant lui. Et donc, on peut très bien demander quelque chose au degré d'avant, mais commençons par faire ce qu'on doit faire au degré où nous sommes. Et on est plus crédible dans ce cas. Donc, je pense que les systèmes d'éducation, en tout cas francophones continentaux, ont de grandes difficultés avec ça, parce qu'ils ne sont pas assez pragmatiques. Ils sont trop idéologiques et conflictualistes, et donc il y a des paralysies dans le système au nom du fait que c'est toujours la faute du praticien d'à côté. C'est pour ça que le pragmatisme nord-américain a beaucoup à nous apprendre. Je ne sais pas si vous connaissez, excusez-moi, je suis un peu long, mais je ne sais pas si vous connaissez le livre de Denis Meuret qui vient de paraître, où il compare l'école québécoise et l'école française, c'est très intéressant. Merci. Merci pour votre intervention. C'est le professeur Talbi de Casablanca, du Maroc. Et je vais rester dans la même logique de la question et de votre intervention. Finalement, ces étudiants que nous recevons, moi j'aimerais vous demander, par rapport finalement à ces enseignants qui les forment donc, dans le système éducatif, vous en avez parlé tout de suite, et j'agirai par rapport à l'objet d'enseignement-apprentissage, et par rapport à cet enseignant formé, qui est soit par rapport au paradigme de l'enseignant savant, finalement par rapport au savoir, ou bien par rapport au paradigme du compétent, et ça on n'ose pas le dire, par rapport justement au savoir agir adéquatement. Est-ce que la solution ne serait pas là pour avoir ces étudiants dont vous avez parlé tout à l'heure, qui ont des problèmes à mobiliser le savoir et aussi sont incapables, ils peuvent identifier, mais ils ont du mal à mobiliser les concepts. Est-ce que s'il n'y a pas une liaison entre ces deux choses-là? Voilà, merci, c'est plus un éclaircissement et pas une question. Merci. Oui, parce que ce serait une très vaste question. J'ai vu ce matin Jacques Tardif dans la salle, mais là je ne le vois pas. Il doit être ailleurs chez les médecins. C'est justement, du point de vue actuellement, là je parle sous le contrôle des collègues qui seraient férus dans ce domaine, mais du point de vue des controverses scientifiques, c'est vraiment cette question de l'articulation entre le savoir et la compétence, c'est une question dont on n'est pas sorti. Hein. Politiquement, c'est compliqué, et puis scientifiquement aussi. Pourquoi ? Parce que ce que les chercheurs qui observent les pratiques et qui identifient des endroits où le savoir n'est pas suffisamment explicité et donc échappe aux enfants à qui il devrait servir en premier, eh bien, ces chercheurs mettent en cause la façon dont les enseignants ont pu éventuellement comprendre le paradigme des compétences, précisément. Parce que si le paradigme des compétences, ça consiste à court-circuiter le détour par le savoir, alors il est totalement contre-productif. C'est-à-dire si on veut que les enfants soient compétents, par exemple, on aimerait que les enfants sachent résumer un texte, ou bien on aimerait que les enfants sachent comparer deux textes. Moligny, premier cycle de sciences de l'éducation, comparer deux textes. Eh bien, si vous vous mettez dans une situation où vous voulez que les étudiants apprennent à comparer deux textes, et en fait, vous leur donnez rendez-vous à l'examen pour comparer deux textes, vous n'avez jamais enseigné la comparaison de textes, et donc vous les mettez devant une situation qui n'a pas été enseignée, et donc ils sont condamnés à échouer, ceux qui font pas ça tous les jours en se rasant. Et donc, la compétence, elle demande plus que jamais le détour par le savoir explicite, et donc formalisé, formulé, dans un cours ex cathedra, oui. Il faut que le prof déplie le savoir devant les étudiants, et donc il faut qu'il le fasse à partir des situations. C'est-à-dire, il faut extraire le savoir de la situation, le déplier, pouvoir le replier et le remettre dans la situation. Alors ça demande du temps. C'est long. Bon, nous on forme les instituteurs en 4 ans, le politique veut nous couper la formation à 3 ans parce qu'il trouve que c'est trop long, donc vous voyez que on n'est pas forcément toujours aidé.
J'aurais une question pour ce qui touche l'autocontrôle des enseignants. En tout cas, en France, d'où je viens, il y a un certain nombre d'enseignants universitaires considèrent que la capacité de remise en question, d'autoréflexion est incompatible avec le travail universitaire. Autrement dit, certains ont une image de soi assez rigide et non évolutive. Comment peut-on faire évoluer cette situation? Comment peut-on créer des conditions pour faciliter cet autocontrôle des enseignants que vous évoquez à juste titre dans votre intervention? Ça, c'est la colle. Hein. J'aimerais donner juste un tout petit exemple que je tire de mes propres travaux sur le questionnement, parce que peut-être ça va vous sembler au départ un peu en marge, mais pour moi c'est au cœur de la chose. Hein. Le fameux moment des questions, bon, dans les colloques, on sait bien comment ça marche, mais dans les classes aussi. Hein. Les travaux sur le questionnement montrent que par exemple l'enseignant il pose des questions à la cantonade, ou même il dit est-ce que vous avez des questions, et il ne faut surtout pas en poser une. Quand on est dans les banlieues françaises, les garçons qui posent une question, ils se font, à la récréation, ils se font casser par les autres parce que c'est les bouffons. Hein. Parce que qu'est-ce que c'est un étudiant ou un élève qui pose une question? C'est un étudiant ou un élève qui aide le prof à clarifier son propos. Donc c'est un allié objectif de l'ennemi de classe. Hein. Et donc, je pense que le secret, c'est est-ce que le prof s'intéresse à ses étudiants? Et donc, si le prof s'intéresse à ses étudiants, par exemple, il y a encore énormément de profs dans les universités qui, disent que les étudiants ont le droit de les interrompre quand ils veulent pour poser des questions, 2, éventuellement s'arrêtent de temps en temps en disant « vous avez des questions », mais qui ne font rien d'autre que ça. Alors que ceux qui ont développé des stratégies pédagogiques, à mon sens, hein, créent les conditions pour qu'on puisse poser des questions. Même des fois, ils créent des conditions pour qu'on doive en poser. Mais ça veut dire, pourquoi le font-ils? C'est parce qu'ils s'intéressent à la pensée des étudiants. Alors évidemment, moi j'ai beaucoup de peine à demander à mes collègues physiciens ou à mes collègues théologiens de se passionner pour la pensée des étudiants, parce que moi c'est mon domaine. Donc là aussi, si on est un peu tous si on s'intéresse à la pédagogie, c'est que ça nous intéresse un tout petit peu ce que pensent ceux qui apprennent. Mais c'est vrai que c'est pas forcé que ça soit le cas de collègues qui, eux, sont passionnés, et je le respecte infiniment, hein, par la physique des particules ou par l'oncologie. Et bon, quand en plus vous êtes en premier cycle de médecine et qu'il faut garder 100 étudiants sur 600, comme c'est le cas à Genève, sur une année, c'est vrai que ça n'incite pas beaucoup l'enseignant à se demander ce que pensent les étudiants. Il y a même des psychanalystes qui disent qu'il faut surtout ne jamais y penser. Sinon, c'est nous qui allons mal. Hein. Quand on est dans des situations où il faut faire une sélection brutale, c'est nous qui allons mal. Donc la question de savoir comment faire en sorte que des enseignants aient envie spontanément, hein, de s'autocontrôler, pour moi, ça renvoie à la question de savoir comment faire pour que les enseignants aient envie de savoir ce que les étudiants pensent, comprennent de ce qu'ils disent. Donc ça signifie... J'aurais presque envie de dire, mais ce serait vraiment, faudrait expliciter, je crois que un des secrets pour des collègues de ce genre, c'est d'arriver à faire le lien entre la pensée des étudiants et la jeunesse de la discipline. Parce que leur discipline les passionne, et si on arrive à faire, enfin un peu Piaget, hein, donc la jeunesse de la discipline, finalement comment la discipline vient aux apprenants, hein, alors on peut éventuellement faire un lien entre leur intérêt et les intérêts des élèves. Mais ça, ce serait une stratégie, comment dire, non violente. Après, je donne mon joker pour les stratégies plus coercitives, hein, parce que ça peut exister, bien entendu.